Pour Waria ou Lorraine, Rémi ou Alexina, il est interdit de s'interdire l'accès aux soins. Pour obtenir une couverture santé optimale à tarif négocié, ils ont choisi la mutuelle communale solidaire conçue par Solimut Mutuelle de France avec leur mairie. La solidarité, on en parle. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Laurence Gobert, je travaille à la région au service économie circulaire et de proximité et je vais avoir le plaisir avec ma collègue Emmanuelle Mandaron de co-animer cette conférence dédiée à l'économie circulaire. Économie circulaire, les acteurs de la région s'engagent et on va voir à travers plusieurs séquences comment nous nous engageons, nous, région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans l'économie circulaire. Tout d'abord, une règle, donc on vous invite à poser vos questions ou réagir via le chat qui est à votre disposition. Et je vais sans tarder donner la parole à Madame Anne Claudius-Petit, conseillère régionale en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour à tous, merci Madame Gobert. Effectivement, je suis conseillère régionale et à la région, je travaille sur les questions d'économie circulaire depuis le début de ce mandat, donc depuis 2016. Je suis vice-présidente de la commission de travail qui s'appelle Croissance verte, transition énergétique, énergie et déchets. Alors, pourquoi parler d'économie circulaire au milieu de ce salon ESS Sud? Ça a beaucoup de sens parce qu'en fait, les structures de l'ESS contribuent de manière très importante au déploiement de l'économie circulaire dans notre région. Alors bien sûr, on les retrouve dans le domaine du réemploi, de la réparation, notamment au travers des activités des ressourceries. Il y a 24 structures qui représentent plus de 570 emplois. Dans des structures également de l'insertion par l'activité économique sur le champ du recyclage et de la valorisation des déchets. Ce sont 230 structures, soit 15 000 salariés par an. Mais on les retrouve également dans le domaine de l'agriculture, aux travaux du réseau des AMAP, des systèmes de circuits courts, de coopératives. Je pense également aux structures de SS qui luttent contre le gaspillage alimentaire et qui, du coup, utilisent des denrées qui auraient pu être péries et pour les réutiliser. Et donc, par le travail d'insertion, produisent des produits alimentaires qui ensuite repartent dans les filières. Les structures de l'ESS, on les retrouve également dans le domaine des énergies renouvelables et puis bien sûr dans les dynamiques territoriales, puisqu'il y a de nombreuses associations qui fédèrent les acteurs locaux autour de projets collectifs, autour de l'économie circulaire. Ce sont des démarches d'écologie industrielle et territoriale, des pôles territoriaux de coopération économique, des tiers-lieux, comme les projets de la vallée du Gapot ou Canopée. Et puis on les retrouve dans le domaine de la finance, parce que c'est un des leviers importants pour le développement de l'économie circulaire. Et de nombreux établissements financiers relevant de l'ESS contribuent au financement de projets de l'économie circulaire et participent activement, notamment aux travaux de l'APRECI, dont on vous parlera plus tard. L'APRECI, qui est la plateforme régionale de l'économie circulaire. Je pense au crédit coopératif et à la caisse d'épargne notamment. Alors, l'économie circulaire en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est un de nos fers de lance de notre politique régionale. Alors, la première chose, c'est que la politique relative aux déchets, elle incombe à la région par le biais de la planification, mais seulement depuis 2015. Donc, nous, on a été élus en décembre 2015. En janvier 2016, on s'est attelé à l'élaboration d'un plan régional de prévention et de gestion des déchets et à l'élaboration d'une stratégie d'économie circulaire. Mais au-delà de gérer des déchets, on s'est dit que c'était le développement de l'économie circulaire, une opportunité extraordinaire de dépasser la fatalité de qu'est-ce qu'on fait de nos déchets pour développer de l'emploi. Et on en a fait une politique régionale ambitieuse, puisque nous avons fait le choix de mettre le développement économique au service de la transition écologique. Et c'est comme ça que nous soutenons l'économie circulaire et la responsabilité sociétale des entreprises. De nombreux dispositifs d'aide, souvent en partenariat avec l'ADEME, sont ainsi proposés aux entreprises pour les accompagner vers la transformation de leur modèle économique. On vous en parlera un peu plus loin dans l'après-midi.
Et puis notre politique régionale, c'est aussi une politique partenariale forte pour le déploiement de l'économie circulaire, qui est inscrite dans le cadre d'une convention que nous avons signée le 30 avril 2019. Et cette convention implique l'État, bien sûr, l'ADEME, la Chambre de commerce et d'industrie de région, la Chambre de métiers et d'artisanat de la région, ainsi que la Banque des territoires et bien entendu le Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'implication des parties prenantes régionales au travers des pôles de compétitivité, les fédérations professionnelles, les associations, les entreprises, les collectivités engagées, les acteurs experts, parmi lesquels bien entendu la Chambre régionale des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Nous avons souhaité organiser un peu cette collaboration et ça s'est matérialisé au travers de la plateforme régionale de l'économie circulaire, la PRECI. Le 30 avril 2019, nous avons imaginé cette plateforme. Nous ne savions pas encore exactement quelle forme elle prendrait, si c'était uniquement des groupes de travail ou si elle irait un peu plus loin. Et c'est ce que nous allons vous présenter au travers de l'outil informatique tout à l'heure. Au démarrage, la PRECI, c'est d'abord un lieu de rencontre, de réflexion et d'échange qui nous a permis d'impliquer un maximum de parties prenantes d'horizons différents qui ont des raisons différentes de se tourner vers l'économie circulaire et d'imaginer le changement de paradigme. C'est aussi la mise en réseau des acteurs et notre idée première, c'est non seulement de développer l'économie circulaire, mais c'est de montrer et de valoriser les initiatives qui existent déjà sur notre territoire, puisque la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, depuis déjà de nombreuses années, finance des projets d'économie circulaire et la création de nouvelles filières. Nous souhaitons vraiment non seulement valoriser ce qui existe déjà, mais aussi amplifier ces initiatives et montrer que c'est possible, d'où tout l'intérêt d'impliquer un très grand nombre d'acteurs qui s'intéressent à ce sujet, à ce changement de paradigme. Donc les travaux de la plateforme, de la PRECI, depuis le 30 avril 2019, ils se sont poursuivis dans 8 groupes de travail thématiques. Alors, très rapidement, nous avons travaillé sur la finance, sur la création d'entreprises, sur l'économie de la fonctionnalité, sur les territoires, sur la collecte et la valorisation des biodéchets, sur les nouveaux modes de consommation, et puis sur le spectacle vivant aussi, puisque nous sommes une région terre de culture, terre de festivals. Donc, c'était particulièrement intéressant de mettre ces deux thématiques en relation. Il y avait une forte demande, d'ailleurs, sur ce plan-là. Et puis, un dernier groupe de travail qui est particulièrement intéressant sur les certificats économie de ressources. Parce que l'économie circulaire, c'est avant tout se tourner vers une économie de la ressource, des ressources, puisque éviter les déchets, c'est une chose, et puis faire en sorte que les déchets deviennent des ressources, c'en est une autre. Et certaines personnes ont eu envie de travailler sur cette notion de certificat d'économie de ressources. Et il y a énormément de choses qui sont ressorties de ces 8 groupes de travail. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les participants, tous les partenaires, parce que c'est un travail très riche. Les groupes de travail ont continué à avancer malgré la crise sanitaire l'année dernière. Et bon, évidemment, on sait que pour tout le monde, c'est pas forcément évident. Mais voilà, on est très fiers et ravis de pouvoir partager ce travail aujourd'hui avec toutes les personnes qui s'intéressent à ce sujet. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, au travers de son plan climat voté en 2017 et puis le plan climat 2 que nous espérons bien voter le 23 avril prochain, souhaite avoir une COP d'avance. Et en matière de transition écologique des entreprises, cet outil que nous vous proposons aujourd'hui à travers de la PRECI, c'est un des outils qui permettra en tout cas, j'espère, aux entreprises de se tourner le plus possible vers cette transition et d'en faire un véritable levier de leur développement économique sur notre territoire régional. Merci Madame Claudius Petit, merci beaucoup. Je vais lancer la première séquence en fait de cette conférence et je suis vraiment ravie et voire un peu émue parce que voilà, c'est 10 mois de travail en fait qu'on a réalisé de manière collective. Voilà, donc, et je voudrais revenir juste avant de donner la parole à nos deux invités sur un peu le contexte de construction de ce projet, le pourquoi et le comment.
Donc le pourquoi, en fait, l'idée est née du groupe de travail territoire qui s'est réuni en novembre 2019, donc qui était composé de tous les acteurs un peu de l'économie circulaire du territoire, des porteurs de projets, des collectivités, des associations, voilà. Donc on les a tous réunis, une cinquantaine de personnes, et on a travaillé sur comment déployer l'économie circulaire dans nos territoires. Et ce qui est ressorti, c'est vraiment un besoin de valoriser des initiatives, d'identifier des personnes ressources et de pouvoir échanger en fait et collaborer voilà, de manière permanente. D'où l'idée en fait de se tourner vers la plateforme économiecirculaire.org qui est portée par le CIRID et l'INEC. Et à partir de là, donc, on a formalisé un partenariat avec les deux cofondateurs de la plateforme en juin 2020 et on a travaillé pendant 10 mois donc à la construction de ce portail dédié à notre région, mais qui permet d'utiliser toutes les fonctionnalités qui ont été développées par ailleurs. Donc, un groupe de travail a été constitué, composé de nos partenaires, l'ADEME, et je voudrais vraiment citer les personnes qui ont contribué vraiment à ce travail. Anne-Marie Fruteau de Laclos, de l'ADEME, Cécilia Fleury et Alice Hannibal-Jambé. Pour la Chambre de commerce, Bertrand Le Guiner, Franck Baudemain pour la Chambre de métier. Et pour nos collègues à la région, Gérald Daudet, Maxence Tassano et Emmanuel Mandaron. Donc vraiment un grand merci à eux tous, puisque ça n'a pas été facile, tout a été fait en visioconférence. Voilà, donc je voudrais aussi vraiment remercier l'équipe du CIRID et de l'INEC qui nous ont vraiment appuyés avec beaucoup de disponibilité. Donc je le répète, toujours tout en visioconférence. On s'est jamais vu en vrai, et donc voilà, ça n'a pas été toujours très très facile. Voilà, je voulais vous dire aussi qu'on a été appuyé par notre service Smart à la région, qui nous ont aidés à organiser une réunion collaborative avec le groupe Territoire, donc en décembre 2020. Et qui nous a aidé à enrichir en fait ce travail de construction. Alors c'est sûr qu'on n'a pas pu travailler aussi bien qu'on l'aurait voulu, vu les circonstances, voilà. Mais c'est un premier. On est vraiment ravis de pouvoir lancer cette plateforme aujourd'hui. Et sur ce, je passe la parole à Madame Emmanuelle Ledoux, directrice de l'Institut national de l'économie circulaire. Bonjour à tous et tout d'abord ravie d'être presque parmi vous en attendant des jours plus heureux où on pourra enfin se déplacer. Merci déjà pour ces propos, d'avoir rappelé la genèse de cette plateforme et l'incroyable travail qui a été mené par les différentes équipes, encore une fois à distance et dans un contexte pas facile. Donc je pense que la satisfaction collective aujourd'hui, elle est plus que méritée. Alors si vous me le permettez en préambule, j'aimerais revenir un peu aussi à peut-être la genèse de la dynamique économie circulaire au niveau du territoire national, parce que c'est presque un peu paradoxal quand on entend là tout ce qui a pu être fait, et notamment je pense à ce qui a été dit par Madame la conseillère régionale Anne-Claudius Petit en préambule. On se rend compte qu'il y a déjà d'énormes travaux réalisés, des très beaux projets, alors qu'on parle finalement d'un concept qui est arrivé dans la littérature académique il n'y a pas si longtemps que ça, hein. On parle en France du début des années 2010, et d'une prise de conscience sur la ressource qui, encore une fois, est relativement récente. Donc là aussi, enfin voilà, c'est le moment de la satisfaction collective. Je pense que c'est vraiment impressionnant de voir à quelle vitesse cet enjeu a été approprié par les territoires, par les collectivités, par les entreprises. Après, une fois qu'on a dit ça, il reste encore évidemment beaucoup à faire. Depuis déjà la définition dans la loi de l'économie circulaire qui ne date que de 2015, puis la loi économie circulaire qui est arrivée, qui a été promulguée il y a un peu plus d'un an maintenant. Je pense qu'il est clair pour tout le monde que les collectivités ont une place majeure à jouer, une place déjà dans
dans les textes, hein, parce que voilà, déjà c'est les régions qui ont cette compétence économie circulaire, et on voit bien dans les mesures qui sont déterminées par ce texte de la loi AGEC et par les décrets qui en découlent, beaucoup s'adressent aux collectivités, donc la transformation de la commande publique, hein, au premier chef, mais également pas mal d'éléments en termes d'organisation territoriale. Donc les collectivités sont vraiment au centre de ces réflexions. En témoignent d'ailleurs encore les débats qu'il peut y avoir là sur le projet de loi résilience climat. Et qui, encore une fois, où les collectivités vont être largement sollicitées, à nouveau avec des mesures assez fortes qui sont portées sur transformation de la commande publique et prise en compte de l'économie circulaire dans ces politiques d'achat. Au-delà de la collectivité, je pense même, enfin, c'est même l'ensemble des territoires qui doivent être engagés, parce que ce serait un petit peu paradoxal que l'économie circulaire se fasse chacun dans son couloir. Évidemment, c'est une dynamique collective. On voit bien au travers d'ailleurs de salons comme celui-ci. L'économie circulaire, c'est un sujet aussi d'économie sociale et solidaire. C'est un sujet très large économiquement. La transformation d'une économie linéaire vers une économie circulaire, ça doit forcément embarquer tout le monde. Et alors embarquer avec des retours sur des bonnes expériences, des questions qui peuvent se poser. Évidemment, les questions seront les mêmes partout, mais les réponses peuvent être différentes en fonction des territoires. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir partager. Et là, j'en viens peut-être plus à ce qui nous mobilise aujourd'hui, à savoir la plateforme économie circulaire.org, qui a été montée en 2015, ça a été rappelé par le CIRID et par nous. Et l'ensemble, alors je sais pas si c'est plateformes filles, sœurs, enfin voilà, vraiment les déclinaisons territoriales qui peuvent exister, et qui, avec l'arrivée aujourd'hui du Précis, le portail de la région Sud, finalement, on se rend compte qu'on est vraiment en passe de couvrir la quasi-totalité du territoire français, et puis avec même c'est une plateforme internationale, hein, donc il y a aussi des déclinaisons qui peuvent exister en Suisse ou au Québec. Donc vraiment ce travail de rassemblement, à la fois d'échanges déjà entre les plateformes, entre les régions, a vocation à se poursuivre, et on espère vraiment que déjà ce qui a pu être fait sur ces dernières années a pu contribuer à une meilleure compréhension des enjeux. Et au niveau du territoire, pour nous, c'est vraiment un vecteur d'accélération. L'objectif de ce portail, c'est de rassembler l'ensemble des acteurs publics, des acteurs privés, des acteurs associatifs, des acteurs de l'ESS. Et on voit bien que c'est que comme ça qu'on peut avancer vite, parce que bon, je pense que là aussi la prise de conscience elle est générale. On est dans une situation d'urgence. Alors c'est peut-être une triste consolation qu'on peut avoir de cette de la crise sanitaire, c'est que si on avait encore des doutes sur l'urgence de la prise en compte des ressources dans nos économies, je pense qu'on peut désormais dire que ces doutes n'existent plus, et que y compris même sur des logiques qui sont pas forcément des logiques de valeur environnementale, mais de sécurisation des stratégies économiques, la dimension sécurisation des approvisionnements, c'est vraiment avéré être central. Donc voilà, un travail qui se poursuit au niveau national et dans le réseau des plateformes, au travers de la plateforme économiecirculaire.org et de l'ensemble des plateformes, encore une fois, filles, sœurs, tantes, enfin voilà, tous ces réseaux qui se mettent en place pour notre plus grande satisfaction collective. Et voilà, avec le CIRID et avec l'ensemble des acteurs, on s'engage aussi très résolument, parce qu'on voit bien que l'appétence monte sur ces sujets, dans une démarche qualité, une démarche d'amélioration constante. Et c'est aussi l'enjeu d'échanges comme ceci, de voir à quel point ça répond aux besoins, ça répond aux questions, et comment on peut encore améliorer
améliorer pour la suite avec, je sais pas, peut-être une meilleure gouvernance, avec, plus de gens impliqués, plus de fonctionnalités, plus de plateformes. Voilà, on est vraiment dans une démarche là aussi d'amélioration constante. Et encore une fois, déjà merci pour cette invitation et ce partage et ravi au titre de l'INEC d'avoir pu participer à la création de cet outil, de ce très bel outil. Merci Madame Ledoux pour ces propos. Voilà, et je pense que vous êtes très impatients tous et toutes pour découvrir notre portail réseauprécis.org et je passe la parole à Denis qui va vous la présenter. Bonjour Laurence, bonjour tout le monde. Je suis ravi de partager ce moment fort, effectivement, émotionnellement et puis humainement, avec l'équipe projet qui a participé depuis une dizaine de mois, comme le rappelait Laurence, à la construction de ce portail collaboratif, ce portail numérique. Je m'associe évidemment à ces tons de satisfaction, ces compliments envers nos équipes qui se sont clairement investies dans ce projet. Et c'est un projet à la fois virtuel, puisqu'il donne naissance à un portail collaboratif effectivement en ligne. Et c'est une expérience parce que c'est un projet qu'on a fait effectivement à distance, qu'on a construit. Pour tout vous dire, moi, Laurence Gobert, je l'ai pas vu, si ce n'est que par la petite fenêtre de mon écran virtuel. Anne-Marie Fruteau de la Clos de l'ADEME, c'est pareil. Et je me réjouis, j'espère très prochainement, dans les prochains mois, de pouvoir venir vous voir en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec l'équipe du CIRIL, l'équipe de l'INEC, et de pouvoir donner corps et finalement donner corps à ce projet, puisqu'aujourd'hui il se traduit à travers avec ce portail virtuel que je vais effectivement vous présenter. Donc j'ai un partage d'écran que je vous propose ici. Alors en effet, réseau-précis.org aujourd'hui, 13 avril, rejoint un écosystème de territoires déjà engagés dans l'économie circulaire depuis plusieurs mois pour certains, depuis plusieurs années pour d'autres. Et non seulement c'est une fenêtre ouverte sur l'économie circulaire et les projets en Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est aussi une fenêtre ouverte sur la France et sur des projets à l'international. Alors vous voyez que ce réseau, dès aujourd'hui, rejoint d'autres territoires engagés dans l'économie circulaire. Je vais en citer quelques-uns, parce que cet écosystème de coopération, cette dynamique économie circulaire, aujourd'hui, elle est vraie déjà en Auvergne-Rhône-Alpes, elle est vraie en Nouvelle-Aquitaine, en Grand Est, elle est vraie au Québec, sur le canton de Genève, elle est vraie en Normandie, elle est vraie sur le territoire de la métropole du Grand Paris, elle est vraie en Occitanie. Et aujourd'hui, votre région, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, rejoint cette dynamique. Elle rejoint un réseau de près déjà de 12 000 professionnels. 12 000 professionnels sont déjà inscrits sur ce réseau collaboratif. C'est une véritable ruche de projets également, puisqu'on a référencé plus de 1000 initiatives d'économie circulaire sur ce territoire. Voilà. Donc aujourd'hui, on ouvre cette fenêtre sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et d'ores et déjà, vous rejoignez un écosystème dynamique, communicant, et des acteurs engagés dans l'économie circulaire. C'est-à-dire que chaque contenu qui va être publié sur le réseau précis va être diffusé dans cette dimension nationale et internationale. Et de la même façon, quand un projet d'économie circulaire naît en Auvergne-Rhône-Alpes, il sera visible à travers une fenêtre vue ailleurs, mais il sera visible sur le réseau précis. Donc d'ores et déjà, cet écosystème de connaissances prend corps. Et ce réseau social de professionnels est une réalité. Voilà. Alors, réseau-précis.org a été mis en ligne ce matin. Donc, vous êtes les premiers à le voir. On a déjà une 60aine de personnes qui ont créé leur profil. Je vais vous montrer un petit peu dans le détail comment ça se passe. Alors, réseau-précis.org, c'est à la fois un centre ressources, c'est accéder à de l'information, se documenter, c'est une vocation pédagogique, centre de ressources, et puis c'est également un réseau
un réseau d'acteurs engagés dans l'économie circulaire, associations, réseaux d'entreprises, acteurs économiques, au sens large du terme. Ce réseau s'adresse à vous. Alors, je vais commencer par le centre ressources. Hein. Donc, aujourd'hui, réseau-précis.org, c'est un portail qui couvre l'actualité de l'économie circulaire en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est-à-dire que, ici même, à travers les actualités, vous accédez, vous prenez connaissance de l'actualité la plus proche, hein, des événements, des agendas, dans l'agenda, des appels à projets, des dispositifs de soutien aux projets d'économie circulaire. Donc, d'ores et déjà, vous pouvez accéder à une information fraîche. Voilà. Par ailleurs, vous accédez également, en vous connectant à réseau-précis.org, à des projets. C'est-à-dire que on voit ici, à travers une cartographie, des projets à des stades d'avancement différents les uns et les autres, au stade de l'étude pour certains, au stade de l'exploitation pour d'autres. Vous voyez ici, à travers une cartographie, des projets sur la région en œuvre, des dispositifs qui s'adressent aux entreprises, aux acteurs économiques également. Et si je prends à titre d'exemple celui-ci, la démarche d'écologie industrielle et territoriale de la plateforme Picto, en venant cliquer sur ce projet, vous prenez connaissance dans les moindres détails de la façon dont ce projet est né, dont il est conduit, par qui, comment, avec quels moyens. Donc voilà, c'est un centre de ressources, le réseau précis, c'est accéder à une information à la fois quanti et quali sur des projets. Et je déroule un petit peu la page, vous allez voir qu'on a des fiches projets, voilà, documentées, avec la description, les bénéfices qualitatifs de cette synergie industrielle en particulier, les éléments quanti et qualif, voilà, le nombre de personnes engagées dans le projet, comment, la valorisation de la ressource, parce qu'effectivement, cette économie circulaire, c'est bien une économie de la ressource. Hein, avant de penser à sa fin de vie, c'est de penser à sa préservation, bien évidemment. Et vous trouvez, à travers cette fiche projet, je ne vais pas la détailler plus que ça, mais surtout, essentiel, vous accédez au contact. D'ores et déjà, vous voyez au pied de cette page que ce projet, il est porté, il est conduit sur Picto par Nicolas Matt, voilà, et vous pouvez d'ores et déjà le contacter. Accéder aux parties prenantes investies dans ce projet. Voilà, on peut imaginer, hein, pour créer des alliances, comprendre des situations, se documenter, accéder aux dispositifs mobilisés d'ores et déjà par ce porteur de projet. Donc, un fond d'actualité, un fond de projet, et puis ensuite, des éléments pédagogiques. Donc, dans l'onglet « Comprendre », on a construit un certain nombre d'éléments, de connaissances, pourquoi, comment, qu'est-ce que l'économie circulaire, quels sont les leviers, quelle est la loi AGEC, il y a un texte qui voilà, donne quelques éléments de langage sur la loi, les enjeux, vous direz, hein, je ne vais pas passer toute la plateforme, mais les enjeux de climat, en particulier, voilà. Et puis il y a des liens, il y a des ressources pour aller voir vers d'autres informations. Et puis c'est aussi un fonds documentaire, donc on commence à l'enrichir, il va se structurer au fil du temps. On pourra publier des études, des documents de référence, des outils pour pouvoir vous engager dans ce que j'appelle moi, je m'engage dans l'économie circulaire et comment je fais. Donc on va enrichir au fil des semaines cette partie fonds documentaire. Voilà. Donc un centre ressources et puis un réseau social. Aujourd'hui, c'est, je le disais, une soixantaine de personnes, qu'on appelle ici les membres, qui ont créé leur profil, qui l'ont renseigné, et voilà les premiers profils renseignés. Je descends, hein, c'est bien aussi de reconnaître le travail fait. Donc, en cliquant sur un profil, vous accédez à sa fiche, mais vous accédez aussi à ses projets. Je retourne sur Nicolas Matt, si je le retrouve. Ouais, là, par exemple, voilà, top contributeur, Nicolas Matt,
j'évoquais tout à l'heure dans le projet de Picto, quand je clique sur son profil, qu'est-ce que je vois? Je vois effectivement ses coordonnées, son contact, mais je vois qu'il est investi dans ce projet. Si demain Nicolas Matt publie de l'actualité, publie des documents, publie d'autres projets, ici sur sa page, on accédera à ces contenus. Voilà, donc c'est aussi reconnaître le don du membre, le fait qu'il livre une information et de ramener cette information à lui, la relier à ce membre, c'est important pour nous de reconnaître qu'il y a un engagement volontaire de chacun des membres à livrer des enseignements, à valoriser ses actions à travers ce réseau précis.org. Voilà, et puis c'est aussi les organisations, c'est-à-dire que ici, vous avez à la fois les membres et des organisations, vous avez une cartographie des organisations investies dans l'économie circulaire sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, géolocalisées avec le type d'intervention, les compétences, les personnes qui y travaillent. Donc j'invite chacun d'entre vous à créer votre compte. Je le dis, c'est gratuit pour valoriser vos activités, rejoindre un réseau, accéder à de la connaissance et un réseau qui n'est pas que Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est un réseau international avec près de, un peu plus même, je crois, de 13 000 professionnels aujourd'hui inscrits sur cette plateforme. On a bien conscience que vous n'allez pas venir sur la plateforme tous les jours, voire même toutes les semaines. En ayant un compte sur la plateforme, vous recevrez, vous, chaque semaine, puis vous pouvez d'ailleurs le paramétrer, vous pouvez choisir une séquence différente, mais chaque semaine, vous recevrez un récapitulatif des nouveaux contenus. Donc, dès qu'il y a un appel à projet qui va sortir, dès qu'il y a un nouveau projet qui est publié sur la plateforme, s'il y a un nouveau document, vous recevrez la compilation, le titre, un petit visuel, quelques lignes, pour vous dire, sur la plateforme réseau, sur le réseau précis.org, il y a un nouveau contenu. Vous pouvez aller le voir. Voilà. Donc, une fois par semaine, ou quinzaine, ou par mois, selon ce que vous souhaitez paramétrer, vous pouvez tout à fait, vous recevrez cette information-là. Je le dis, c'est bien de le dire, c'est parfaitement compatible RGPD. On respecte totalement la vie privée des personnes. C'est un réseau qui est régi par le Creative Commons, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt commercial, publicitaire. On est dans un projet d'intérêt général qui vise à produire de la connaissance, à relier les acteurs au bénéfice des projets. Et à tout moment, vous accédez à vos données personnelles, c'est important de le dire, puisque c'est un projet qui s'inscrit pour le CIRIC dans un projet de soutenabilité des activités. Donc on a aussi un positionnement sur les contenus et sur la donnée qui est celui-ci au bénéfice de l'intérêt général. Voilà. Maintenant, à vous de jouer, à vous de vous connecter. Ce réseau, il est ouvert sur d'autres territoires. Il est également ouvert sur d'autres réseaux, ce qu'on appelle les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter. Chacun des contenus, vous l'avez peut-être vu à travers les pages, chacun des contenus peut être diffusé sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui donne un pouvoir de dissémination important à chacun de vos contenus. Voilà. Je peux prendre quelques questions s'il y a des questions d'usage. Simplement dire en conclusion que si vous disposez déjà d'un compte sur le réseau, sur l'une des 9 autres plateformes, puisque maintenant ça en fait 10 quand même, ce réseau, ce compte est le même. Voilà, donc il suffit de dupliquer votre compte, on va reconnaître votre mot de passe et le logiciel va reconnaître votre identifiant et votre mot de passe et vous allez automatiquement rejoindre le réseau précis. Donc on mutualise également les services et vos accès à ces informations-là. Laurent, je vous rends la parole et je vous remercie encore pour votre investissement personnel sur ce projet depuis 10 mois. Merci Denis. Donc on va peut-être répondre à quelques questions. Alors une entreprise qui s'interroge, est-ce que la plateforme s'adresse aux entreprises? Oui, bien évidemment. Les entreprises sont les bienvenues sur le portail. Et notamment, ils peuvent être donc se créer un compte, s'inscrire comme membre, comme organisation, je pense Denis. Après, sur les initiatives, donc c'est vraiment là, les initiatives, c'est vraiment proposer une solution en fait qui peut être vraiment intéressante pour les autres acteurs du territoire.
Donc bien sûr aussi les entreprises peuvent présenter des initiatives. Après la plateforme elle est très ouverte, vraiment elle est ouverte, mais nous allons être les gardiens du temple, c'est-à-dire on a une exigence de qualité. Vous verrez que les initiatives c'est quand même quelque chose d'un peu important à, à renseigner, donc on tient à ce que ça soit fait jusqu'au bout et bien fait pour que c'est vraiment un intérêt pour les autres personnes qui lisent et aussi maintenir une qualité. Donc sur les entreprises, mais vraiment pas de souci, vous êtes vraiment les bienvenus. Une autre question sur un établissement scolaire. Là, c'est pareil, Denis, tu me contredis, mais c'est vraiment ouvert au niveau de la création, de l'inscription, de l'organisation. Voilà. Après, peut-être sur les initiatives, on souhaite maintenir. Enfin, c'est des initiatives qui s'adressent à des acteurs économiques. Voilà. Donc, par contre, une information, pourquoi pas, mais membres et inscrits, il n'y a pas de souci. On est vraiment ouvert. Et l'intérêt, c'est que vraiment tout le monde puisse y accéder. Denis, si tu veux. Ouais, ce que je propose de dire en plus, c'est que derrière ce portail, il y a une équipe. Il y a une équipe de modération. En tant que membre, quand vous avez un compte sur la plateforme précis, vous avez la possibilité de publier une actualité, de partager une actualité de votre entreprise, annoncer un événement, lancer une idée, mettre en ligne voilà, une solution à travers une initiative. Bon. Faut pas avoir peur de le faire parce que derrière, il y a une équipe de modération, il y a une équipe qui va tout de suite recevoir cette information comme quoi vous avez proposé un contenu et va éventuellement vous contacter pour l'enrichir, peut-être vous aider à l'écrire un petit peu différemment, peut-être aller chercher quelques informations supplémentaires et puis on va vous aider à référencer votre contenu, voilà, et à bien le valoriser. Aller chercher le beau visuel, renseigner les modalités de la mise en œuvre de votre projet, poser la bonne question si à un moment donné vous recherchez un partenaire ou vous êtes parti faire un benchmark sur le gaspillage alimentaire, par exemple, sur le lycée, ça pourrait être un projet autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire en particulier et la question des biodéchets. Donc, on va vous orienter pour bien référencer votre contenu, qui soit visible sur la plateforme, qui soit bien référencé au sens, nous, ce qu'on appelle des tags, c'est-à-dire qu'on va mettre les bons mots-clés, on va donner de la visibilité à votre contenu. Donc, je pense qu'il faut vraiment se lancer, pas se limiter dans l'information, parce que dans l'économie circulaire, on a énormément de leviers, hein, la lutte contre le gaspillage alimentaire en est un. Vous pourriez être sur un projet de réduction des impacts environnementaux d'un produit, une éco-innovation, une synergie inter-entreprise ou une synergie entre un lycée et des serres horticoles de proximité et avec un acteur économique dans le programme. Donc, partagez votre idée, soumettez-la. Il y a aussi un bouton contact pour qu'on puisse revenir vers vous rapidement. Avant de se dire est-ce que c'en est, est-ce que c'en est pas, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit, on est dans un réseau social qui est ouvert avec une équipe de modération. On a beaucoup d'expérience au CIRID et à l'INEC depuis maintenant 5 ans qu'on anime ce réseau international des plateformes de l'économie circulaire. On modère les contenus tous les jours. Tous les jours, on a des actus qui nous sont proposés, des événements, des dispositifs d'appel à projet. On a des retours d'expérience qui nous sont proposés quotidiennement aujourd'hui sur ce réseau. Et il y a des équipes de modération dans chacun des territoires, en Nouvelle-Aquitaine, en Grand Est, en Occitanie, maintenant en Provence-Alpes-Côte d'Azur. On est aussi là pour vous aider à prendre en main l'outil et à faire connaître vos idées, vos projets, vos demandes. Et à trouver les bonnes connexions avec les acteurs. Voilà. Peut-être que la réponse elle est peut-être en Occitanie, peut-être qu'elle est en Auvergne-Rhône-Alpes, peut-être que l'information que vous cherchez elle est peut-être ailleurs. Peut-être qu'on va la ramener en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour pouvoir voilà nourrir votre projet ou votre écosystème. Très bien, merci. Merci. On a une autre question sur le lien avec la plateforme économiecirculaire.org. Donc, je pense, Denis, il y a un lien très fort. Et puis, des allers-retours d'informations.
Alors sur le plan logiciel, c'est totalement connecté. Lorsque vous allez faire connaître une demande, un projet, faire part d'une actualité, ce sera visible sur le réseau et sur économiecirculaire.org. Voilà. Économiecirculaire.org, il vous imaginez que c'est un hub, c'est un peu le moteur du réseau depuis 5 ans. Et qu'autour de ce moteur, on a des plateformes territoriales. Et c'est là que la vie des projets, elle se fait. C'est là que sont les acteurs. Économiecirculaire.org, on a commencé avec l'INEC à la construire en 2015 parce qu'on voulait tout de suite couvrir le territoire français. Donc c'est un nom générique, économiecirculaire.org, on parle d'économie circulaire. Et puis, depuis 5 ans, on construit des projets dans les territoires parce que cette économie circulaire, elle se joue dans les territoires. C'est d'abord la compétence des régions, qui est confiée par la loi, qui construisent aujourd'hui des feuilles de route sur l'économie circulaire, qui sont intégrées dans leur plan régional de prévention et de gestion de leurs déchets. Donc concrètement, on a ces fenêtres, parce que c'est là que se font les projets, c'est là que se prennent les décisions, c'est là que ces investissements se font, que la circularité de la ressource, elle se fait à l'échelle du territoire, que les solutions naissent. Donc économiecirculaire.org, c'est le hub par lequel toutes les informations transitent, remontent et se diffusent dans chacun des territoires. Donc c'est le même réseau. C'est le même compte membre, comme je le disais, votre email et votre mot de passe, c'est le même. Et quand vous passez d'une plateforme à l'autre, c'est totalement transparent. Voilà. Et l'information, elle circule aussi de façon très simple et vous n'avez pas à vous soucier de savoir où elle est. Quand vous interrogez sur la plateforme précis le mot-clé plastique, il va vous donner des réponses et des solutions sur la région Provence-Côte d'Azur, mais il va aussi vous proposer des réponses et des solutions et des acteurs sur tout le réseau. Le moteur de recherche, il est très puissant et il va vous donner des réponses au plus proche de vous et il va vous permettre de voir ce qui se fait ailleurs sur ce mot-clé-là, par exemple. Merci Denis. On arrive au bout du temps attribué pour le lancement de ce portail, réseauprécis.org. Et je voudrais revenir, je me suis précipitée et j'ai pas cité les noms de l'équipe du CIRID et de l'INEC. Et je voudrais vraiment citer donc Denis qui nous a vraiment accompagnés et qui continuera, Vincent G et Vincent Gilfaux. Et Amélie Vaz pour l'INEC qui nous a vraiment aidé pour la mise en place des pages statiques. Donc, en conclusion, je voudrais dire que aujourd'hui, c'est une grosse étape. C'est le lancement et vraiment la balle est maintenant dans votre camp, dans le camp des membres de la Précis qui était déjà créé. Et il va y avoir d'autres étapes. D'abord, le portail n'est pas figé. Nous, on attend vos retours aussi pour pouvoir l'améliorer. On a des choses qu'on n'a pas été au bout. On va vous présenter en fin de conférence un autre projet qu'on porte, c'est le parcours de la transition écologique des entreprises. Et c'est une demande forte des membres de la Précis, c'est d'avoir une lisibilité sur tous les dispositifs d'accompagnement et d'aide. Donc ça, on va continuer à le travailler pour qu'il soit visible sur le portail. Voilà, donc vous dire... Prenez-la en main, testez-la, essayez, et puis on se revoit. Donc on organise une rencontre de la Précis le 20 mai prochain de 11h à 12h30, donc en visio, voilà. Comme ça on n'aura pas à la reporter et on fera un retour justement sur un mois de mise en œuvre du portail. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vérifie. Voilà. Et voilà. Et maintenant, allez-y à vos claviers et on attend beaucoup de vos retours. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention et je passe la parole à Emmanuel Mandaron pour la deuxième séquence de cette conférence.
Bonjour et bienvenue pour cette table ronde autour du thème Finance et économie circulaire, ça bouge, qui réunit avec moi Florence Caruso, responsable du pôle financement des entreprises engagées de France Active Provence-Alpes-Côte d'Azur, Émilie Serra, chargée d'affaires entreprise au Crédit Agricole, Nathalie Jardinier, Project Manager Industrie chez Rising Sud, et Séverine Cachot, facilitatrice de transition de modèle économique durable au sein d'Imatera. Bienvenue à toutes. Donc, la Banque de France interviendra également, mais par vidéo interposée, n'ayant hélas pu être parmi nous aujourd'hui. Et je tiens également à saluer l'ADEME, qui ne peut pas être présente non plus, mais avec qui nous travaillons véritablement main dans la main sur cette thématique. Donc, cette table ronde, elle fait suite au lancement de réseau-précis.org auquel nous venons d'assister. Et elle vise à revenir plus précisément sur un des groupes de travail issus de la plateforme régionale d'économie circulaire, le groupe de travail financement. Donc, en effet, la plateforme régionale d'économie circulaire, qui se veut un espace d'échange et de co-construction de la politique régionale en matière d'économie circulaire avec l'ensemble des acteurs du territoire, a fait émerger plusieurs axes de travail, chacun issu de problématiques bien spécifiques avec des enjeux à relever. Le groupe de travail financement, dont il est question ici, c'est lui construit autour des problématiques de financement de projets d'économie circulaire et tout particulièrement lorsque ceux-ci sont porteurs de nouveaux modèles économiques et parfois difficiles à appréhender par les investisseurs, les financeurs, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs. Donc justement, ce que nous vous proposons, c'est de revenir dans un premier temps sur ces problématiques spécifiques avant de vous présenter l'expérimentation qui a été menée dans le cadre de ce fameux groupe de travail financement. Et pour cela, je vais me tourner vers Florence Caruso, responsable du pôle financement des entreprises engagées de France Active Provence-Alpes-Côte d'Azur. Florence. Merci Emmanuel. Bonjour et bonjour à tous. Merci pour l'invitation autour de cette table ronde. Et puis, plus généralement, d'avoir permis à France Active de participer à ce groupe de travail dont tu parlais autour du financement des projets engagés dans la transition écologique et dans l'économie circulaire, et plus particulièrement autour de la question des difficultés en fait d'accès au financement de ces projets-là. Et effectivement, lorsqu'on prend, moi je vais prendre forcément l'angle du financeur, hein, comment on analyse ces projets-là. Et qu'est-ce qui fait qu'on va, comment dirais-je, pouvoir accompagner en financement ou pas les projets qui s'engagent dans la transition écologique. Je dirais qu'on se pose 3 types de questions en fait. Hein. Déjà, c'est la question de la rentabilité, de la profitabilité des projets. La question de l'impact aussi que va avoir le projet sur son territoire, hein, sur les questions environnementales mais aussi sociales. Et ces 2 dimensions s'analysent aussi sous l'angle du risque en fait, puisque lorsqu'on parle de financement, on parle aussi de risque, puisque quel que soit le financeur, son sujet, ça va être de sécuriser le financement qu'il va octroyer aux entreprises qui l'accompagnent, même si pour nombre d'entre eux dont nous faisons partie, hein, on va s'intéresser avant tout à l'impact social et environnemental des projets, mais la question du remboursement des financements qu'on va octroyer aux projets se pose véritablement. Donc, les projets engagés dans la transition écologique ont des besoins de financement qui sont similaires à toute entreprise traditionnelle sur la partie, sur le cycle de lancement en fait du projet sur son marché. Donc, ils ont besoin de financer la R&D, de prototyper leur offre de services, leurs produits. Ils ont besoin d'expérimenter, de mettre sur le marché, puis de financer leurs investissements. Pour autant, ces projets-là ont des spécificités, présentent un modèle disruptif qui font que ces phases-là sont moins faciles à financer lorsqu'on est sur des projets engagés dans la transition écologique que lorsqu'on est sur des projets qui sont sur des secteurs plus traditionnels et sur lesquels on a du recul en fait, on a toute une capacité en fait à faire du benchmark et à pouvoir prendre du recul, à comparer les projets entre eux, etc. Donc les difficultés, j'ai envie de dire spécifiques que rencontrent les financeurs lorsqu'ils appréhendent les projets engagés dans la transition écologique, ça se situe à plusieurs niveaux. Déjà au niveau du retour sur investissement, on est sur effectivement on rencontre énormément de projets dont la mission première est de maximiser son impact et qui sont pas forcément dans une logique de profitabilité, de rentabilité immédiate, en tout cas de rentabilité à court terme.
Donc, ça signifie que les financeurs qu'elles vont devoir adresser doivent avoir une vision long terme et accepter qu'elles aient une rentabilité, ces entreprises-là, et une rentabilité qui est parfois, pas toujours bien entendu, heureusement, mais qui est parfois moins importante qu'une entreprise, qu'une start-up qui se lance sur un marché nouveau. Donc, il y a ce besoin d'appréhender les projets sur le long terme. Et puis aussi, en termes de mesures d'impact, le peu de recul qu'on a sur la question de la valorisation d'impact, la mesure des externalités positives que l'on peut en attendre. Et là, effectivement, les financeurs ont besoin d'être appuyés aussi par les entreprises pour les aider à valoriser cet impact-là qui va devenir aussi important à leur vue, en particulier lorsqu'on s'adresse à des financeurs publics qui vont intégrer ces critères-là ou à des financeurs solidaires ou à impact, comme c'est par exemple notre cas. La deuxième difficulté, c'est effectivement, comme je le disais tout à l'heure, le manque de recul qu'on a sur le marché. Il est très difficile sur ces nouveaux projets de faire un benchmark. On sait qu'il y a un besoin, le besoin est véritable, on n'en doute pas. La question, c'est est-ce qu'on va avoir un marché, est-ce qu'à la sortie, il va y avoir des clients, et des clients qui seront prêts à payer le prix du service. Quand on se met à produire local, en circuit court, quand on intègre dans sa façon de développer un service des critères sociaux et environnementaux, ça peut avoir une traduction en termes de coûts et d'accessibilité du coup de l'offre de services que l'on va mettre sur le marché. Voilà, il y a une certaine taille critique à atteindre. Et voilà, donc ça peut être un petit peu aussi difficile de trouver son marché. Les entreprises rencontrent aussi parfois des difficultés à financer de la partie innovation. Alors, on connaît pas mal de dispositifs d'accès, de financement sur tout ce qui touche à l'innovation technique, avec les crédits d'impôt recherche, les CI, etc. Sur l'innovation dans la transition écologique, on a d'autres formes d'innovation qui vont être de services, d'usages organisationnels, et pour lesquels on a moins de dispositifs de financement, une fiscalité qui est peut-être un petit peu moins incitative, ou du moins lorsqu'elle existe, elle est parfois difficile d'accès. Je pense notamment au crédit impôt, au contrat impact social, au CE, voilà, qui sont des dispositifs fiscaux qui sont finalement assez méconnus, à la fois des clients et puis des entreprises qui s'engagent. Une autre spécificité, je dirais aussi des projets engagés dans la transition écologique, c'est la dimension coopérative du projet qui ajoute pour le financeur un élément de risque à appréhender, peut-être de façon un petit peu plus forte que pour les autres projets, même si je pense que la crise nous a bien fait prendre conscience des tensions qu'il pouvait y avoir sur la ressource et sur les différents marchés, de notre dépendance en fait aux marchés mondiaux, mais comment dirais-je, dans l'approche transition écologique entre l'économie industrielle et territoriale, le FC, la construction de filières en fait de revalorisation par exemple, il y a des interdépendances qui sont accrues entre les différents acteurs que le financeur doit pouvoir appréhender. Et donc il y a là un véritable enjeu pour les entreprises qui s'engagent à rassurer, j'ai envie de dire, les financeurs sur la question de la chaîne de valeur de leur activité. Et puis, on a des besoins encore un peu plus spécifiques encore pour certains projets, notamment les projets qui s'engagent dans l'économie de la fonctionnalité, et en particulier lorsqu'elles fournissent des services basés autour de biens d'équipement, où là, elles vont avoir des enjeux particuliers pour financer tous leurs équipements qui par nature, puisque l'idée, c'est bien sûr de vendre la performance d'usage de l'équipement et plus l'équipement, vont avoir besoin de financer ces équipements qui vont rester dans leurs actifs et pour lesquels l'endettement a parfois des limites en termes de respect de critères financiers tels que les financeurs ont l'habitude de les regarder, notamment les ratios d'endettement sur fonds propres, etc., qu'il faut aborder un petit peu différemment pour ces projets-là puisque les besoins d'investissement sont importants et les retours sur investissement sont un petit peu plus longs. Donc, ça fait autant de spécificités à intégrer pour un financeur qui, par nature, même s'il mesure l'impact de son investissement, va aussi mesurer la capacité de l'entreprise à rembourser le financement qu'on lui a accordé. Et on a besoin de s'acculturer. En ce sens, je trouve qu'effectivement, le groupe de travail qui a été initié pour l'Apprécie était très, très riche puisque
l'ensemble des financeurs que nous sommes nous acculturons aussi à ces projets-là. On a fait ce travail-là pendant des années avec un certain nombre de partenaires bancaires, notamment autour des projets d'économie sociale et solidaire. Ce travail-là doit être fait aussi auprès des entreprises qui s'engagent dans la transition écologique pour qu'on puisse au mieux les accompagner. Parfait, merci beaucoup Florence, c'était très clair, ça nous a permis de bien recontextualiser en tout cas les problématiques spécifiques qui ont provoqué finalement la naissance de ce groupe de travail financement de l'économie circulaire. Donc ce groupe de travail financement, pour revenir un peu plus précisément dessus, il a réuni aux côtés de la région, l'ADEME et la Banque des Territoires, donc France Active Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais également Région Sud Investissement, Rising Sud, FINEF, Imatera, Initiative, l'incubateur PACA Est, l'incubateur INCO, la Banque de France, le Crédit Coopératif, le Crédit Agricole et la CEPAC. Donc un bon nombre de partenaires, donc on s'en réjouit tous autour de la table. Hein. Donc le groupe de travail, au départ, il s'est fixé un objectif. Finalement, au vu de tout ce que tu nous as dit, Florence, c'est de contribuer à mieux appréhender ces projets d'économie circulaire afin notamment de faciliter leur accès au financement, mais aussi à l'accompagnement. Donc, pour atteindre cet objectif, le groupe de travail il est parti du principe suivant. Il faut absolument parvenir à initier des pratiques d'analyse partagées du financement, tant privé que public, et experts de l'économie circulaire. Et quelque part, en fait, l'idée, c'était un peu de se mettre en situation de chausser les lunettes de l'autre pour mieux parvenir à se comprendre autour de ce genre de projet. Donc, du coup, l'idée du groupe de travail, afin d'initier ces pratiques de collaboration et de réflexion et d'analyse partagée, l'idée a été de mettre sur pied un événement qui soit bien tangible, en fait, bien concret, et qui nous oblige à plonger dans la formalisation de notre réseau d'acteurs et dans des habitudes de travail en commun. Donc, c'est là qu'est née l'idée de lancer un appel à candidature partenarial, donc initié par nous tous et toutes, et que nous avons intitulé Mon projet d'économie circulaire, je pitch pour un financement. Mais avant de parler de l'appel à candidature lui-même, justement, puisqu'on a la chance d'avoir un certain nombre de partenaires du groupe de travail financement qui est là autour de la table, je vais leur laisser justement s'exprimer ou de monopoliser la parole pour qu'ils puissent justement vous présenter l'implication de leurs structures respectives en matière d'économie circulaire et de nouveaux modèles économiques. Et tout de suite, je vous propose d'abord de commencer par le témoignage vidéo de la Banque de France et donc Monsieur Philippe Kiel. Le rôle d'une banque centrale telle la Banque de France est de contribuer au bon financement de l'économie, à un financement sain avec une bonne maîtrise des risques. Or, notre cadre d'analyse doit évoluer avec notamment le dérèglement climatique. Et l'économie circulaire fait partie des solutions. Savez-vous que la Banque de France, premier imprimeur de billets en Europe, fabrique ses billets à partir de déchets de coton ? Dans le cadre du financement de l'économie, il y a un enjeu majeur de compréhension de cette nouvelle économie afin de moduler nos actions envers les banques notamment. Ce groupe de travail a ainsi permis de croiser nos expertises financières, techniques et stratégiques, de constituer un réseau régional et je vous en remercie vivement. Au revoir. Voilà. Témoignage de Philippe Kiel de la Banque de France, donc très court, mais qui tenait absolument, il ne pouvait pas être là, mais qui tenait absolument à témoigner de l'implication de la Banque de France pour ces nouveaux modèles économiques et bien au-delà avec de la comptabilité durable, etc. Donc des partenariats durables sur ces questions à creuser pour tous. Je vous propose, Émilie Serra, de continuer, de prendre la suite pour le Crédit Agricole. Le micro, pardon. Émilie. Ce sera plus pratique en effet. Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir autour de cette table ronde qui me permet d'aborder cette thématique sociétale qui nous tient tous à cœur. Le Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur est une entreprise régionale et mutualiste attachée à son territoire. Dans notre modèle de gouvernance, la RSE fait partie de notre ADN. Et notre raison d'être est d'agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de notre société. On a pleinement conscience des enjeux sociaux et environnementaux qui seront gages de notre performance durable, mais on ne fait pas que le dire. On agit et ça s'illustre dans de nombreuses actions.
Donc, ça passe par la diminution de notre impact environnemental, et c'est le zéro papier, la construction de bâtiments basse consommation ou la mise en place d'une politique d'achat responsable. C'est également l'accompagnement donc de notre territoire et notamment de nos vallées afin d'y maintenir une activité économique. À titre d'exemple, on a répondu présent lors des inondations et on a mis en place des récoltes de denrées alimentaires. On a également créé un fonds solidaire et à chaque souscription de contrat d'assurance, 5 € étaient reversés sur ce fonds. C'est également notre fondation d'entreprise et nos caisses locales qui, grâce à leur budget, soutiennent des associations et des projets sociétaux. Donc, ça peut être des épiceries solidaires, des cliniques day, les restaurants du cœur, ou un exemple aussi, c'est l'association Montagne Habits Emploi Solidarité. C'est également le dispositif Passerelle qui soutient les personnes victimes d'accidents de la vie, mais c'est également l'embauche de personnes en situation de handicap ou la mixité. Donc, nous sommes un acteur responsable, mais notre métier, c'est d'être banquier. Donc, nous finançons, nous accompagnons les acteurs et les projets d'économie circulaire. Et je peux d'autant plus vous en parler en tant que chargée d'affaires entreprises. Donc, en effet, on accompagne les entreprises dans l'amélioration de leur performance énergétique, comme dans la gestion de leurs déchets. Et les accompagner, ça veut dire qu'ils ont besoin d'investir et donc ils ont besoin de financement. Et c'est notamment très marquant dans certains secteurs. Par exemple, un acteur du transport en autocar qui va répondre à des appels d'offres doit répondre à un cahier des charges. Et aujourd'hui, dans ces cahiers des charges est intégrée cette dimension RSE. On accompagne également localement le développement d'enseignes de distribution alimentaire bio et on va être soucieux du circuit court et de bien d'autres éléments. On finance, mais également on peut mettre en relation. On a récemment mis en relation une start-up, Mycophyto, que l'on a d'ailleurs hébergée dans notre village à Sophia Antipolis. Et on les a mis en relation avec un de nos clients, un vignoble. Donc voilà, donc on utilise toute une palette et on développe une multitude de synergies. On propose également des offres sociétalement responsables, des offres vertes, à savoir, enfin, c'est du emprunter et épargner différemment. Voilà. Donc, vous avez eu un aperçu de qui nous sommes, de ce que l'on fait, mais c'est que le début. Donc, je suis certaine qu'on aura encore de nombreuses belles histoires à vous raconter. Merci, Émilie. Merci beaucoup. Du coup, Nathalie, je te propose de prendre la suite pour Rising Sud. Ok, merci beaucoup, merci Manuel, merci à tous. Écoutez, Rising Sud, je vais vous en dire quelques mots. Voilà, vous resituez un petit peu nos ambitions, nos missions principales. Rising Sud, c'est l'agence de développement économique de la région, donc bras armé opérationnel de la région sur des missions qui sont notamment d'accélérer les entreprises, mais également déployer ce qu'on appelle les projets structurants du territoire au travers des opérations d'intérêt régional. C'est attirer les entreprises, attirer les talents aussi sur nos territoires et ainsi les faire grandir. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On opère un certain nombre de dispositifs qui sont souvent des dispositifs d'accompagnement des entreprises et accompagnement des projets. Je vais vous parler déjà de ce qu'on appelle les OIR pour vous éclairer et apporter un peu plus d'informations sur ce qu'on appelle les opérations d'intérêt régional et vous expliquer comment
comment l'économie circulaire, la transition écologique énergétique est aujourd'hui bien présente dans ces projets. Donc ces opérations d'intérêt régional sont des projets collaboratifs multi-acteurs, public-privé, qui ont souvent besoin, de par leur complexité aussi, d'un appui en termes d'ingénierie de projet, et c'est ce sur quoi nous travaillons, voilà, pour ces acteurs du territoire. Donc on a aujourd'hui un certain nombre de thématiques projets qui voient le jour et que l'on vient aider. Donc on va les aider en particulier pour structurer leur offre de services, on va les aider pour bien se positionner d'un point de vue stratégique, et on va les aider notamment dans le modèle économique. Donc, par rapport à on va dire un projet écologie industrielle territoriale, économie circulaire, on va venir aussi là démontrer que le modèle économique est viable. Voilà, donc vraiment aider le projet dans ce sens-là. Et ce qui est aussi quelque chose de particulièrement important pour les acteurs, qui relève aussi d'une façon de sécuriser ces projets pour savoir si c'est important d'y aller, pertinent d'y aller aujourd'hui. Voilà, donc voilà comment les OIR aussi, les opérations d'intérêt régional, intègrent ces thématiques aujourd'hui. Donc on a des projets d'écologie industrielle territoriale qui voient le jour, sur lesquels on travaille. Donc on a pas mal de projets aussi sur l'OIR énergie de demain. Donc c'est vrai que les OIR, je l'ai pas dit, c'est 8 thématiques. Donc on a notamment OIR industrie du futur et OIR énergie de demain qui reprennent et sur lesquels on travaille aujourd'hui en termes d'ingénierie de projet de manière assez ardue sur ces thématiques. Donc l'hydrogène a une place de choix aussi aujourd'hui, la décarbonation de l'industrie. Voilà, donc comment Rising Sud aussi travaille main dans la main avec la région sur un appui auprès des entreprises et auprès des projets structurants du territoire. Un autre exemple de dispositif aussi particulièrement intéressant, je pense aujourd'hui à vous présenter, c'est un programme que l'on opère, un programme expérimental européen. Donc là aussi, on voit le souffle européen ce souffle européen, je dirais, de l'économie circulaire. Donc on opère un dispositif qui s'appelle Circular 4.0, qui est véritablement aussi une rencontre de l'industrie 4.0 et de l'économie circulaire. Donc on est en train de construire une proposition d'accompagnement, encore une fois, pour les entreprises, pour les amener vers des enjeux d'éco-conception. Voilà, comment y aller, est-ce que ça vaut le coup pour vous d'y aller, et on va leur donner un peu plus les moyens, encore une fois, pour s'organiser, pour se structurer. Voilà, donc c'est aussi un programme que nous opérons sous un cadre européen. Voilà, donc merci. Je pense que vous avez apporté un petit peu plus d'éclairage sur ce que nous pouvons apporter avec la casquette donc Rising Sud, agence de développement économique de la région, et à votre disposition si vous avez plus de questions. Voilà, Emmanuel, je te redonne la parole. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. Et je vais laisser Séverine poursuivre pour Imatera. Merci Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver ou de vous rencontrer cet après-midi. Merci de cet événement. Alors je représente la société coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle Imatera et qui active et facilite des transitions de modèles économiques durables. Alors, je vais vous parler un petit peu d'Imatera pour que vous puissiez appréhender un petit peu notre approche et mieux comprendre notre activité. Imatera a été cofondée par des dirigeants d'entreprise et par un économiste, Christophe Sampels. Et cette énergie a fait émerger un collectif de dirigeants, d'accompagnateurs, d'accompagnatrices, de dirigeantes des collectivités qui se sont regroupés dans une société coopérative. Et notre mission est d'accompagner les entreprises, mais pas que, dans leur transition de modèle économique vers des modèles innovants et durables basés sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et Florence en a parlé tout à l'heure. Donc, nous accompagnons depuis 7 ans, notamment en région sud PACA, mais également sur d'autres territoires nationaux et internationaux. Et donc, depuis plus de 7 ans, nous accompagnons plus d'une centaine d'entreprises sur cette démarche. Et en PACA, nous avons aujourd'hui en file active 40 acteurs accompagnés. Alors, notre mission, elle se caractérise en 3 grands piliers.
si je dois résumer, une mission de sensibilisation et d'impulsion pour envisager l'économie autrement, les économies autrement, et découvrir l'économie circulaire via l'économie de la fonctionnalité et de la coopération qu'on peut appeler EFC, de manière un peu classique. On a également un deuxième pilier qui est l'accompagnement individuel et ou collectif d'entreprises, d'associations et maintenant aussi de territoires dans la transformation de leur modèle économique, donc via l'EFC. Et on propose des accompagnements individuels purs de territoires dans leur transformation via le prisme donc, de l'EFC pour accompagner leur transition écologique comme levier de transition économique au service des territoires. Engager son entreprise, son association, son territoire sur une trajectoire EFC, sur de l'efficience économique, elle permet concrètement de questionner son modèle économique et d'ouvrir de nouvelles perspectives, peut-être plus larges en termes d'innovation, d'offres, de coopération interne, mais aussi externe, en s'intéressant aux bénéfices, aux effets et aux bénéfices d'usage que son activité génère chez ses clients, mais aussi chez ses parties prenantes. Et donc, ce que nous facilitons chez Imatera, c'est bien une trajectoire qui transforme au cœur des organisations en faisant émerger de manière forte l'efficience collective pour stimuler les coopérations et mes collègues en ont beaucoup parlé. Alors, l'accompagnement Imatera, il permet à l'organisation, à partir de l'analyse de ses limites, de son modèle économique, ses externalités positives et négatives sur l'environnement notamment, mais pas que, volontaires ou non, les externalités, c'est un sujet fort. Et notre trajectoire fait émerger également la définition et l'accomplissement avec ses parties prenantes internes et externes de sa raison d'être. Alors la raison d'être, c'est vraiment le pourquoi l'organisation fait ce qu'elle fait en réponse aux besoins fins de l'ensemble de ses parties prenantes, dans une dynamique de coopération. Et pour avoir une dynamique, une énergie pour participer activement à la transition écologique et économique. Et cette transition, elle aboutit à une innovation de contractualisation que j'ai pu aborder à l'instant. Alors, ces différentes étapes de réflexion-action, elles permettent de faire évoluer le modèle économique en écho aux propres valeurs de la structure, sa raison d'être, et aux attentes de ses clients et de ses parties prenantes quant à l'usage de son produit, de ses activités, de ses services, en limitant, bien sûr, et c'est les enjeux qui nous réunissent aujourd'hui, en limitant son impact sur l'environnement. Alors, en synthèse, ce que propose Imatera, c'est vraiment de mettre en mouvement une approche systémique. Tous ces concepts se mettent en mouvement, en synergie, tant dans l'alignement nécessaire entre la femme et l'homme, entre la dirigeante et le dirigeant, avec ses équipes, ses parties prenantes externes et son projet. Donc voilà, en quelques mots, je reste à votre disposition pour toute autre question complémentaire. Merci beaucoup. À toi, Emmanuel. Merci beaucoup, Séverine. Et enfin, je laisse la parole à nouveau à Florence Caruso pour France Active, qui permettra d'ailleurs peut-être de répondre aussi à des questions qui sont en train d'être posées via le chat sur quid des entreprises de l'ESS pour ces genres d'accompagnement. Oui, Florence, merci. Oui, merci. Effectivement, j'ai pas eu l'occasion de présenter France Active. En fait, c'est un réseau national qui est implanté sur tout le territoire. Il y a 40 associations territoriales comme la nôtre réparties un petit peu partout en France. Et nous couvrons la région sud, en fait, dans son intégralité. Et notre métier, c'est vraiment le financement et l'accompagnement et la mise en réseau des entreprises engagées. Historiquement, on s'adressait particulièrement aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, et puis en même temps que nos pilotes, en fait, on s'est adressé progressivement à des entreprises qui s'engageaient dans la RSE, et depuis 3-4 ans, effectivement, on finance de façon beaucoup plus forte et importante les projets engagés dans la transition écologique. Précisément parce que notre raison d'être, ça reste l'intermédiation financière, et qu'on a développé toute une palette d'outils qui permettent, et d'accompagnement en fait, qui permettent d'aller faire le levier financier avec nos outils, que ce soit des garanties d'emprunt bancaire ou des outils de prêt, qui permettent de faire levier auprès des financeurs traditionnels.
Et voilà, donc notre métier, c'est vraiment d'accompagner ces projets-là, de traduire en chiffres aussi leur spécificité, leur modèle économique, et de réunir autour de notre table. On parlait là, effectivement, il y a le Crédit Agricole autour de la table. On a des comités d'engagement qui sont régionaux et départementaux, autour desquels, en fait, participent avec nous de nombreux acteurs financiers, bancaires, du monde bancaire, mais pas seulement. Et vraiment, voilà, il y a vraiment cet enjeu de travailler sur la sécurisation des projets et leur financement. Donc, ça reste notre cœur de métier. Ça a été vraiment, comment dirais-je, un axe fort de notre stratégie de développement 2025 au niveau du réseau, avec d'un côté le développement des questions d'inclusion et bien sûr de toutes les questions de transition écologique et de projets entrant dans l'économie circulaire. Voilà. Donc, on a des outils de prêt de garantie, on peut intervenir en fonds propres. L'idée étant effectivement d'associer en fait l'ensemble des financeurs sur les différentes chaînes, sur les différentes phases de vie en fait des projets. Voilà, donc c'est vrai qu'on s'inscrit dans des programmes d'accompagnement en lien notamment avec Rising Sud ou RSI. Voilà, on est vraiment on construit un écosystème, on participe à cet écosystème local. Voilà. Et effectivement, Emmanuel, tu disais qu'il y avait quelques questions. Une première question sur des secteurs d'activité peut-être qui seraient un petit peu plus matures que d'autres. Nous, ce qu'on constate, alors depuis plusieurs années, effectivement, c'est que finalement les secteurs d'activité qui sont les plus matures sont ceux qui ont été vraiment supportés par des mesures incitatives réglementaires et fiscales, en fait. Je pense à la question des déchets, où vraiment, par exemple, la création des éco-organismes est venue véritablement solvabiliser toute une partie de cette activité-là, autour de la collecte, du recyclage, de la revalorisation, du réemploi. Je pense aussi au secteur de l'énergie, et tout ce qui touche en fait à la réhabilitation des bâtiments, etc. Où vraiment on a vraiment senti l'impact de tout ce qui touchait, tout ce qui était certificat d'économie d'énergie, entre autres. Et après, c'est vrai que ce sont les politiques régionales qui soutiennent plus ou moins tel ou tel marché, tel segment de secteur d'activité, telle ou telle technologie. Nathalie Giardini le disait tout à l'heure, notamment avec les dispositifs que mobilise Rising Sud. Et après, il y avait une question sur est-ce que finalement l'achat public est un moteur dans le déploiement de ces projets-là. Je dirais que c'est en train de changer, effectivement. De plus en plus de collectivités locales, d'établissements publics intègrent des critères RSE écologiques dans leur cahier des charges. Ça en compte encore assez peu finalement dans l'attribution des marchés, mais c'est en train de, enfin voilà, les choses bougent progressivement. Je dirais qu'il y a aussi un enjeu d'acculturation. C'est pour ça d'ailleurs qu'a lieu ce groupe de travail autour du financement de l'appréhension de ces projets-là. C'est-à-dire que la plupart des acheteurs publics ont un budget investissement d'un côté, ont un budget de fonctionnement de l'autre, et ont parfois du mal à réfléchir coût global, voilà, et à intégrer en fait les économies que les solutions qui sont proposées génèrent finalement sur toutes les années d'utilisation du bien ou du service. Et ça reste encore aujourd'hui un frein au déploiement de ces projets-là auprès, j'ai envie de dire, des financeurs, des acheteurs publics. Merci Florence. Du coup, c'est vrai j'ai oublié de cadrer au début, c'est ma faute, en disant qu'effectivement, on fera un petit temps de réponse-questions, mais là, ça se présentait, c'était pile venu au moment de la présentation de Transactive. Du coup, je me suis permis, il y aura un petit temps de réponse à vos questions en fin de parcours. Donc, je vous remercie en tout cas de vos interventions pour justement montrer, parce que l'idée, donc, c'était parler de ce fameux groupe de travail financement et l'intérêt de vous avoir. Alors, on était bien plus nombreux dans le groupe, comme je l'ai expliqué au début, mais l'intérêt de vous avoir autour de la table, c'était justement de montrer cette diversité qu'on essaie d'avoir dans ce réseau pour travailler ensemble. Donc,
maintenant revenir à ce groupe de travail financement et plus précisément à l'appel à candidature dont on vous avait parlé tout à l'heure. Donc, comme on le disait, la volonté du groupe de travail, ça a été d'initier des pratiques de collaboration, de réflexion et d'analyse partagée entre financeurs publics, privés et experts de l'économie circulaire et de l'accompagnement. Donc, l'idée, elle a été très concrètement de mettre en pratique, pour pouvoir mettre en œuvre ces réflexions communes, de lancer donc un appel à candidature commun. Donc, cet appel à candidature qu'on a appelé donc mon projet d'économie circulaire, je pitch pour un financement. Et ben, rien que dans la rédaction de l'appel à candidature et de la définition de son public cible, c'est-à-dire des porteurs de projets de nouveaux modèles économiques confrontés à plusieurs refus financiers. Donc, c'était comme, ce que vous a expliqué Florence Caruzon, c'est au début de cette table ronde, essayer de se focaliser un peu sur ces projets porteurs de nouveaux modèles qui sont ceux qui rencontrent le plus de difficultés à trouver des financements. Donc, d'ores et déjà, la rédaction de cet appel à candidature, il a été très riche puisque ça nous a permis de nous questionner sur les termes, sur ce qu'on y mettait chacun, puisqu'on vient d'univers assez différents, et donc d'échanger sur nos visions respectives. Ensuite, ce qui nous a beaucoup occupé, c'est la sélection des 6 candidats pour les pitchs qui devaient venir pitcher donc devant les partenaires de l'appel à candidature, puisque c'était le principe qui avait été retenu, c'est-à-dire que donc lancer un appel à candidature, retenir 6 candidats qui viendraient pitcher devant cette tablée de financeurs et nous questionner finalement sur ce qu'on pouvait mobiliser pour eux avec eux. Donc cette sélection, elle nous a vraiment mobilisés parce qu'en effet, on a reçu pas moins de 22 candidatures et pas entièrement dans le scope attendu. Parce que donc, comme je le disais, on avait vraiment ciblé ces projets d'économie circulaire porteurs de nouveaux modèles économiques. Et finalement, on a eu beaucoup de réponses, mais pas mal sur des projets d'économie circulaire, on va dire plus classiques entre guillemets, mais c'est-à-dire qui peuvent trouver en fait des aides dans le cadre d'outils financiers et d'accompagnement préexistants en fait. Donc ça a un peu réorienté notre débat de départ, mais finalement ça a été très riche parce que ça nous a amené à pas mal retravailler sur les questions de pertinence environnementale des projets, leur modèle économique, le réalisme de leur business model, mais chacun avec son angle d'attaque et sa vision bien spécifique. Et c'est ça qui a été tout à fait intéressant en fait, c'est la façon dont chacun aborde ce type de projet en fonction de son profil. Et c'est ça ce qui finalement, pour moi en tout cas, je ne veux pas parler au nom de mes consoeurs qui s'exprimeront peut-être sur la question tout à l'heure, mais c'est ça qui a enrichi aussi, qui a enrichi beaucoup nos points de vue respectifs, puisqu'on a chacun notre façon d'aborder ce type de projet. Donc du coup, je me permets quand même de citer les 6 lauréats de l'appel à candidature, vers qui nous ne sommes pas encore revenus avec des propositions, parce qu'en effet, les pitchs ont eu lieu finalement assez récemment, ça fait déjà il y a 2 semaines, mais le reconfinement est passé par là. Sachant qu'au départ, je tiens à préciser qu'on aurait dû les écouter, les auditionner dans le cadre de SSU. C'était ce qui était prévu au départ quand on espérait que tout pourrait avoir lieu en présentiel, donc afin qu'il y ait la table des financeurs et accompagnateurs, mais aussi l'ensemble des auditeurs que vous êtes pour pouvoir assister à ces auditions et partager cette expérience. Donc voilà, du coup on a réorganisé tout ça un peu plus en amont et nous allons revenir vers eux très prochainement. Donc nous avons Algo Vital, La Balméenne, L'Entrepôt, Les Alchimistes, Néaï et Phoenix Sport. Mais donc assez monopoliser la parole comme ça, donc quelque part moi j'ai donné mon sentiment, je vous ai exposé un peu en quoi avait consisté l'appel à candidature. Je laisse la parole éventuellement à mes camarades si vous souhaitez vous exprimer un dernier mot avant qu'on puisse répondre aux questions sur l'expérience et la façon dont vous l'avez vécu et éventuellement l'intérêt que vous y avez trouvé ou pas d'ailleurs. Qui souhaite Séverine peut-être? Je ne sais pas si la connexion est très bonne, Séverine. Oui, merci beaucoup. Alors pour notre part, ce groupe de travail financement était très très riche pour nous. Pour nous, notre implication, notre intérêt en tant que société coopérative à rejoindre ce portail précis, mais aussi ce groupe de financement est très large. Être une société coopérative, c'est partager, c'est s'inspirer, c'est inspirer des trajectoires des autres pour avancer, pour favoriser l'intelligence collective. Et ce groupe de travail
concourt à cette dynamique. Donc, on se sentait à notre place dans cette dynamique. Et puis, Imatera vit cet engagement au travers de notre collectif de dirigeants, de chercheurs, de sociétaires, d'accompagnateurs, et un temps de partage, comme a pu l'être le groupe de travail sur le financement, était pour nous une continuité. Et pour nous, se retrouver en collectif, c'est partager les retours d'expérience de ces transitions économiques basées sur l'économie de la fonctionnalité, de la coopération notamment, et plus largement sur l'économie circulaire. Et donc, on s'appuie sur des transitions d'entreprises qui ont été précurseurs sur ce sujet pour regarder ce qui se passe aujourd'hui dans de nouveaux porteurs de projets, comme par exemple ceux que vous venez de citer sur ce groupe de projets financement. Au-delà de notre coopérative, nos motivations à intégrer la précieuse groupe de travail est bien de contribuer à cette dynamique aux côtés de la région Sud, de l'ADEME et puis de l'ensemble de mes collègues qui sont aujourd'hui autour de cet écran. Donc, c'est soutenir, c'est travailler en réseau encore et encore et peut-être c'est encore plus important aujourd'hui, appréhender l'énergie, les enjeux des porteurs de projets, start-up, entreprises de toute taille, de tout secteur d'activité. Donc, c'est vraiment avoir ce regard croisé, cette fertilisation d'analyse technique et financière sur des porteurs de projets. C'est fédérer tous ensemble, je trouve, nos expertises sur ce territoire notamment, permettre les échanges de pratiques pour contribuer ensemble à un équilibre économique que l'on recherche tous dans cette dynamique précise et dans le groupe de travail financement. Donc, un équilibre économique et aussi écologique au service des porteurs de projets et du territoire. Donc, voilà un peu ce qui nous a encore une fois motivés à rejoindre ce collectif et ce groupe de travail financement très riche. Merci beaucoup. Merci. Si d'autres souhaitent intervenir, en fait, j'ai pas vu, on a pas mal mordu sur le temps imparti, donc on va répondre aux questions rapidement, sachant que je rappelle, au vu des quelques questions que je vois passer, que le groupe de travail, enfin, c'est quelque chose d'ouvert à tous, c'est-à-dire là, c'est vraiment dans le cadre de la plateforme régionale d'économie circulaire que se développe, et maintenant dans le cadre de réseau-précis.org, que se nouent justement ces groupes de travail, de réflexion, et qui permettent de réfléchir ensemble, de proposer des solutions. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. C'est de la plateforme, c'est normal. L'idée, c'est véritablement de pouvoir phosphorer ensemble et trouver des réponses collectives. Donc, tout le monde est le bienvenu. Nathalie, je te laisse parler. Je crois que tu voulais réagir. Oui, merci beaucoup, Emmanuel. Oui, je voulais réagir et rebondir sur ce que disait Séverine en vraiment en remerciant encore une fois le fait d'avoir participer avec la casquette Rising Sud, parce qu'on a un profil un petit peu, je dirais presque un peu atypique. On n'est pas un financeur classique, mais véritablement de participer à ces pitchs, participer aussi à ce groupe de travail, hyper intéressant, parce que finalement, voilà, on a fait de l'économie circulaire dans nos échanges. On a circularisé les éléments des différents projets et des différentes entreprises. Pourquoi pour leur apporter encore plus, pour mieux les comprendre et leur apporter encore plus, et pouvoir éventuellement aussi à ceux qui n'ont pas forcément été retenus, leur proposer une réorientation ou un autre fléchage pour les aider ou les accompagner avec voilà d'une autre manière. Et voilà, merci, et je trouvais ça hyper enrichissant aussi avec cette casquette agence de développement économique. Et je me permets de répondre peut-être à une ou deux questions qui sont passées là dans le chat. Évidemment à votre disposition pour en parler un petit peu plus par la suite, par rapport à des projets qui pourraient rentrer peut-être en tant qu'opération d'intérêt régional. Donc il y a des projets, là j'ai vu apparaître un projet qui m'a l'air particulièrement intéressant de coopération de 70 entreprises. Donc à voir le cœur de ce projet et un petit peu les objectifs, sa maturité aussi, c'est particulièrement important. Mais je dirais, il n'y a pas au niveau de ces 8 OIR, on n'a pas, on va dire, une OIR ESS. On retrouve la thématique dans plus transversale ou économie circulaire, hein, c'est pareil, on la trouve de manière beaucoup plus transversale dans plusieurs OIR. Donc c'est vraiment à discuter avec vous de votre projet et de voir en effet peut-être une pertinence à vous aider en termes d'accompagnement d'ingénierie projet ou peut-être sur d'autres dispositifs. Donc vraiment à votre écoute. Voilà, il y a 2 personnes dans le chat qui ont
nous ont posé des questions là-dessus. Je voulais rajouter une petite chose aussi qui peut être aussi intéressante pour les projets, c'est que on peut faciliter aussi une amenée vers ce qu'on appelle un comité d'ingénierie financière que nous avons 2 fois par an. Pour ces projets d'opération, ces projets qu'on appelle opérations d'intérêt régional. Donc voilà, je voulais le mentionner aussi. On peut aider avec un accompagnement à un plateau d'ingénierie, mais on peut aussi vous aider à vous amener vers aussi un événement qui existe maintenant depuis plusieurs années, qui se produit 2 fois par an, qu'on appelle le comité d'ingénierie financière des opérations d'intérêt régional. Voilà, mais à votre disposition en dehors de cet événement cet après-midi pour parler de vos projets et aller un petit peu plus loin. Voilà, merci. Ok, merci beaucoup. Tout le monde s'est exprimé ou je veux... C'est bon pour tout le monde, parfait. Bah écoutez, de toute façon, ou Florence, non, c'est bon, je sais plus trop. Du coup, ça va. C'est tout bon. Ok, donc si ça vous embête pas, ce que je vous propose, c'est effectivement que s'il y a des questions, soyez effectivement libres de revenir vers nous. Hein, c'est le but de l'exercice, de se mettre en lien. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre que va suivre maintenant la présentation du parcours de la transition écologique des entreprises, qui est justement aussi une initiative de mettre en lien nos outils là, et plutôt dispositifs de financement et d'accompagnement et permettre aux entreprises d'y voir clair et d'être orientées dans ce que proposent les uns et les autres. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour poser vos questions et que nous puissions débattre plus avant sur ce qui vous pose question ou si vous voulez nous rejoindre. Merci à toutes, en tout cas, d'avoir participé à cette table ronde. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonjour, c'est encore moi. Je ne vous quitte plus avec ma collègue Laurence Gobert pour cette présentation du parcours de la transition écologique des entreprises. Laurence, je te laisse la parole. J'ai déjà beaucoup parlé, je pense que tout le monde en a un peu marre. Je reprendrai la suite. Ton micro. Pardon. Rebonjour, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués de nous. C'est la journée marathon. Voilà, donc nous allons vous présenter un chantier qu'on porte de manière partenariale aussi avec l'État, l'ADEME, avec l'idée de recenser en fait tous les dispositifs qui sortent actuellement ou qui sont déjà sortis, qui existent depuis longtemps, qui concernent la transition écologique des entreprises. Alors pourquoi on parle de transition écologique alors qu'on parlait jusque-là d'économie circulaire? La transition écologique, en fait, s'appuie sur 3 notions: la transition énergétique, la responsabilité sociétale des entreprises et l'économie circulaire. Pourquoi on essaie de travailler sur l'ensemble de ces notions? C'est parce qu'on considère que c'est vraiment à travers ces différents volets que le tissu économique de notre région pourra prendre le tournant de la transition écologique. Et ce sont vraiment des notions qui sont liées et qu'il faut mener de front. Alors la slide suivante, s'il vous plaît. Donc je vais faire un peu l'institutrice et vous rappeler très rapidement les définitions. La responsabilité sociétale des entreprises, c'est quoi? C'est s'interroger en tant qu'entrepreneur sur ses pratiques dans tous les domaines en fait de son activité, que ce soit sa gouvernance, son pilotage, sa politique RH, ses relations avec ses fournisseurs, ses clients, sur l'environnement et sur les relations avec son territoire. Donc c'est une notion qui n'est pas récente et qui a permis en fait de développer des méthodes de diagnostic, d'expertise qui permettent d'identifier très rapidement les atouts, les forces et les faiblesses de la structure entrepreneuriale et d'identifier des pistes de progrès. Slide suivante, s'il vous plaît.
Donc la transition énergétique, c'est quoi? C'est une modification structurelle et profonde des modes de production et de consommation d'énergie. Donc on a une loi de 2015 qui fixe des objectifs ambitieux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour développer des énergies renouvelables et pour baisser la consommation énergétique. Donc on voit bien qu'il y a plusieurs leviers. Principaux leviers, c'est la réduction de la consommation, par exemple par la rénovation des bâtiments, ou l'économie d'énergie par l'usage. Et le deuxième levier, c'est le développement d'énergie renouvelable. La slide suivante, s'il vous plaît. Et enfin, l'économie circulaire, c'est de passer d'un modèle linéaire où on extrait de la matière, on fabrique, on consomme et on jette. Donc ça, c'est l'ancien monde. Et l'économie circulaire vise à développer à chaque période de vie, de cycle de vie du produit, des actions pour réduire au maximum la consommation de ressources et la production de déchets. Voilà, donc ça passe par l'éco-conception, une consommation raisonnable, par la réparation, le réemploi, le recyclage. La slide suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, donc l'idée, notre projet en fait, c'est d'apporter à tout le tissu économique de notre région, toutes les entreprises, bon, on cible plutôt les TPE, PME, tout type de, quel que soit le statut, une gamme complète d'outils d'accompagnement et de financement. Alors on va pas la créer, on va aussi recenser tout ce qui existe, et notamment dans le cadre de relance, on a énormément de dispositifs qui contribuent à aller de l'avant sur tous ces sujets-là. Donc c'est vraiment un travail transversal et partenarial avec les autres, avec nos partenaires, hein, l'ADEME notamment, qui a un énorme plan d'action de soutien et d'accompagnement. Donc c'est développé avec nos partenaires pour les petites et moyennes entreprises, et on le structure autour de 3 niveaux de maturité. Donc le premier niveau, c'est les premiers pas de mon entreprise dans la transition écologique. C'est je vais faire le point. En fait, je commence à regarder. Le deuxième niveau, c'est la transition écologique comme levier du développement de mon entreprise. Et là, c'est permettre d'aller sur un champ, de faire une action, voilà, de commencer à rentrer dans des schémas de transition écologique. Et le troisième niveau, donc, s'adresse à des entreprises plus matures qui font de la transition écologique le cœur de transformation de leur modèle économique. Et je passe la parole à Emmanuel. Et la slide suivante. Voilà, je vais m'attarder. On va vous décrire un peu rapidement ces 3 phases. Donc, pour le volet premier pas de mon entreprise dans la transition écologique, donc on a intitulé rapidement Je m'interroge. L'idée vraiment, c'est de s'approprier les notions et les enjeux recouverts par ce terme de transition écologique, un peu comme on vient de le rappeler juste précédemment. Et l'idée de ces premiers pas, ça va véritablement être d'interroger son activité, faire le point sur ses pratiques, dans l'idée de se dire bon bah allez, je veux m'y mettre, et pour cela donc je vais chercher à définir des pistes d'action, d'amélioration. Et je vais essayer d'évaluer aussi mes progrès dans le temps, ce qui a toujours un effet un peu boost pour la suite et pour passer, parce qu'on peut avoir des projets très ambitieux, comme on peut se cantonner à des petites actions, mais pas à pas, on évolue dans ces pratiques. Donc, les moyens mis à disposition, donc je rappelle ce que Laurence vient de dire, c'est effectivement on recense des outils préexistants ou alors des outils lancés un peu plus récemment pour essayer d'être complet dans l'offre proposée aux entreprises, puisque l'objectif, c'est véritablement de massifier le nombre d'entreprises qui se tournent vers la transition écologique, puisque les modèles d'avenir, hein, on l'a vu récemment, il va falloir un peu changer nos pratiques. Donc, soit on a des outils pour faire un point global sur ces connaissances, sur ces enjeux et les pratiques qu'on met en place, et puis définir des pistes d'action. Donc, dans ce cadre, suite au lancement d'un appel à projet en direction de l'écosystème d'accompagnement des entreprises, on a retenu des lauréats experts vers lesquels vous pourrez vous tourner pour être accompagnés dans vos premiers pas. Donc, parmi ces lauréats, donc ils sont notés en bas de votre écran, nous avons la CRES, les CCI, la CMAR, l'Union régionale des boutiques de gestion, Initiative, France Active et l'IRCE. Donc, aux côtés de ces moyens pour faire un point global sur sa situation, on a aussi des outils plus spécifiques pour faire le point sur ces pratiques, notamment énergétiques.
Donc, on va pas tous les lister là, hein, parce qu'on vous a dit, il y en a vraiment beaucoup. L'idée, c'est vraiment, on est en cours de structuration, on l'a pas précisé, mais en cours de structuration d'une arborescence qui vous permettra, on l'espère, sur nos différents sites et notamment sur le portail des entreprises de la région, de pouvoir en quelques clics retrouver l'ensemble de ces dispositifs en fonction de vos besoins et de vos spécificités. Donc là, on en a listé quelques-uns, donc notamment sur des premiers pas, ça peut être notamment les diagnostics de flux qui sont proposés dans le cadre lancés par l'ADEME à la base, avec des cofinancements ADEME région sur certains de ces outils. Un accompagnement diagnostic de flux, soit par l'ACMAR pour les entreprises de moins de 20 salariés, soit par BPI sur les plus de 20. Et l'idée, c'est vraiment une analyse de vos pratiques en termes d'énergie, matière, eau, production de déchets, enfin sur la consommation de ces matières, analyse des pratiques, définition de plan d'action, mise en place d'actions et évaluation des mises en œuvre. Donc, on peut être sur des éléments plus ciblés. Slide suivante, s'il vous plaît. Et passage de parole à Laurence pour la deuxième étape du parcours. Donc, la deuxième étape du parcours, c'est la transition écologique comme levier de développement de mon entreprise. Donc là, l'objectif est de proposer, en fait, dans ce chapitre, toutes les aides et les accompagnements qui visent à réduire ses impacts environnementaux, diminuer ses coûts, produire autrement, créer de nouvelles relations avec ses fournisseurs, se distinguer de ses concurrents, attirer de nouveaux talents ou s'engager sur son territoire et faire évoluer ses pratiques RH. Donc, on a différents outils qu'on est en train de collecter. L'idée là, c'est donc que l'entreprise puisse avoir une lisibilité sur tous les outils et toutes les aides qu'elle peut mobiliser pour aller sur une action concrète, en fait. Slide suivante. Moi, je vais vous présenter l'appel à projet CEDRE, qui est le contrat pour l'emploi et le développement responsable des entreprises, qui a été mis en place et développé surtout à partir de 2016, donc ça va faire bientôt 6 ans, et qui vise à accompagner et soutenir dans la durée des entreprises en développement, créatrices d'emplois, et qui s'engage dans une démarche de responsabilité sociétale des entreprises ambitieuse et dans un projet de transition écologique. Donc, ce dispositif permet un accompagnement de 3 mois par des experts RSE pour l'élaboration d'un plan d'action et qui sera mis en œuvre pendant 3 ans, le temps du parcours. Le lauréat peut bénéficier d'une subvention qui est forfaitaire et qui est conditionnée à l'obtention de résultats. Et enfin, elle obtient un suivi individuel et un accompagnement collectif. Donc, c'est un dispositif qui va être relancé pour la période 2022-2024. Donc, elle est en cours de restructuration. Il devrait être lancé en fin d'année 2021 pour une cohorte 2022. Nous avons actuellement plus de 160 entreprises lauréates de CEDRE, dont une grosse partie continue de travailler dans un espace collaboratif et à développer de la coopération interentreprises. Slide suivante, s'il vous plaît. Et du coup, tu enchaînes ou je sais pas, vas-y. C'est à moi. Non, n'hésite pas à me compléter. Non, du coup, l'accompagnement qu'a présenté Laurence, donc c'est vraiment sur une structuration d'ensemble, le cœur de l'action de l'entreprise. Là, on a aussi des moyens d'intervention sur des choses plus ciblées. Alors, ce qu'on a mis en exergue, c'est notamment les aides à la transition écologique mises en œuvre dans le cadre de tremplin pour la transition écologique de l'ADEME, donc là où il y a beaucoup d'offres. Vous avez des liens, je pense que les éléments resteront à votre disposition de toute façon pour pouvoir accéder à toutes ces diverses aides, parce que c'est vrai que ça foisonne en ce moment dû au plan de relance.
Nous avons également des accompagnements de soutien à la transition énergétique. Donc, nous, on a un service transition énergétique avec beaucoup de choses proposées sur les énergies renouvelables, thermiques, électriques, sur la mobilité durable. Alors, on va pas tout vous détailler parce que vous voyez, il y en a vraiment beaucoup, mais ça couvre un champ très large. Donc, photovoltaïque, solaire thermique, thalassothermie, tout ce qui est question de décarbonation, les éléments sur la mobilité durable, sur les bâtiments durables, beaucoup de choses que vous pouvez retrouver à chaque fois sur les petits liens en vert. Et je vous dis et vous rappelle qu'ils seront structurés très prochainement sous le portail des entreprises de la région. Et également des financements, c'est-à-dire des prêts. Alors là, c'est des prêts verts ADEME mis en œuvre par BPI. En fait, l'idée, c'est véritablement que l'étude de faisabilité, enfin les éléments techniques concrets validés par l'ADEME permettent en fait le déblocage de financement, d'investissement par BPI. Donc, vous pouvez retrouver tous ces éléments plus détaillés sur les liens qui sont mis à votre disposition. Slide suivante. Et Laurence, je te repasse la parole. Voilà, donc nous arrivons au niveau 3, sachant qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les niveaux. C'est une manière en fait de présenter aux entreprises des outils par rapport à leur maturité, mais rien n'empêche une entreprise d'aller, voilà, c'est juste une présentation. Hein, il y aura pas de, on ne sera pas obligé de passer par le niveau 1 pour aller au niveau 2, etc. Le niveau 3, donc ça concerne des entreprises qui s'engagent plus avant en fait, et notamment dans la transformation de leur modèle économique et modèle d'économie circulaire. Donc ça peut concerner passer à l'éco-conception, adopter des principes de l'économie de la fonctionnalité. On a vu tout à l'heure que c'est complexe, donc ça crée vraiment un gros changement de modèle d'entreprise, ou bien de l'économie collaborative, développer des synergies avec les autres entreprises du territoire ou innover. Donc voilà, ça va regrouper un peu tous les dispositifs qui contribuent à cela. Manu, tu peux reprendre Oui. Côté dispositif d'accompagnement, non mais c'est très bien, on se passe la main. Côté dispositif d'accompagnement des projets d'économie circulaire, récemment, donc ADEME Région, il y a eu le lancement d'un appel à projet qui s'appelait TRAJEC, donc Trajectoire d'économie circulaire, et l'idée c'était de retenir des incubateurs experts de l'économie circulaire et des nouveaux modèles économiques afin de pouvoir vous accompagner dans l'incubation ou l'accélération de vos projets, que vous soyez des startups ou des entreprises plus matures avec des projets de développement en la matière. Et donc, vous voyez apparaître donc les lauréats de l'appel à projet, Intermed, INCO et Entreprises, l'Institut PACAEST, ainsi que TVT Innovation et les CCI 06 et 83, donc 3 groupements qui maillent le territoire régional et qui sont à votre disposition. Donc, si vous avez besoin de vous rapprocher d'eux pour vos projets d'économie circulaire. Laurence, du coup, je te laisse présenter. Voilà, donc je vais aller directement à la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc on retrouve la roue de l'économie circulaire, qui est le symbole qui est présenté généralement pour illustrer le concept d'économie circulaire. Donc on voit apparaître autour de cette roue en fait tous les dispositifs en fait qui sont développés dans le cadre du partenariat État, région, ADEME sur l'économie circulaire, et qui seront présentés toujours pareil dans notre parcours de la transition écologique. Donc Emmanuel vous a parlé de l'appel à projet TRAJEC, l'incubateur vers les nouveaux modèles économiques. Donc nous proposons aussi un appel à projet pour soutenir des démarches d'écologie industrielle et territoriale. Un chéquier conseil aussi pour qui peut accompagner des entreprises pour vérifier la faisabilité d'une synergie inter-entreprise. Donc nous avons aussi l'appel à projet Fili-déchets qui porte vraiment sur plusieurs concepts, l'éco-conception, mais aussi l'allongement de la durée d'usage, pardon,
Et sur le recyclage, donc il est lancé chaque année, voilà, donc c'est un dispositif ADEME Région. L'appel à projet Provalouterie aussi, l'appel à projet Life Smart Waste. Donc voilà, l'idée en fait c'est vraiment de regrouper et de rendre lisible et accessible l'ensemble de ces dispositifs en fait auprès des entreprises, mais aussi des collectivités qui accompagnent les entreprises et tout le système intermédiaire pour que tout le monde puisse s'y retrouver et pouvoir mobiliser le meilleur outil au meilleur moment. Donc, comme on vous disait, ce parcours il est en construction. C'est pas simple parce que ça mobilise beaucoup de services différents. Nous, par exemple, à la région, on a 4-5 services concernés. Ça mobilise nos partenaires. Il faut avoir une information fiable. Beaucoup d'appels à projets, donc avec des dates de dépôt. Donc, il faut savoir si c'est renouvelé ou pas. Donc, ça va être vraiment un gage de fiabilité. Enfin, c'est un vrai travail de fond qu'on doit mener. Mais il est urgent aussi parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de dispositifs qui sortent et qui sont pas toujours très lisibles sur les sites des différents porteurs. Et voilà. Donc je pense que, je sais pas, Emmanuel, peut-être passer aux questions si il y a ou. Oui, il y a quelques questions et aussi pour reboucler, puisque cette présentation elle fait suite au lancement de réseau-précis.org. L'idée c'est de dire que de toute façon ces éléments ils ont vocation aussi à être en ligne et à pouvoir être retrouvés par les entrepreneurs un petit peu de partout. Enfin l'idée c'est vraiment pour une entreprise qu'elle puisse facilement accéder à notre offre globale. Donc global ça veut dire l'offre pas seulement de la région, parce qu'effectivement on est deux de la région sud à présenter, mais l'ADEME ne pouvait pas être présente aujourd'hui, mais bien sûr on travaille main dans la main et de manière très proche sur ces sujets. L'ensemble de nos appels à projets est très souvent conjoint, donc voilà, les chambres de commerce, la CRES, et d'ailleurs pour reboucler justement puisqu'on est dans le salon ESS Sud, l'idée véritablement de ces outils, puisqu'on parle beaucoup d'économie circulaire, transition écologique, l'idée c'est véritablement toujours d'être sur des transitions à la fois sociales et environnementales, c'est-à-dire que on est soucieux à ce que les entreprises qui sont plus sur un volet social se questionnent sur leurs pratiques environnementales, de même que les porteurs d'économie circulaire ou plus axés sur des volets sur un volet environnemental se questionnent sur leurs pratiques sociales, RH, l'ancrage territorial, de manière un peu plus globale la RSE. Donc véritablement, ce sont des outils pour l'ensemble des entreprises du territoire, quel que soit leur degré de maturité sur la question et leur secteur d'activité. Il y a des questions sur Cèdre. Cèdre, juste, faudra quand même préciser, mais tu l'as dit, Laurence, que l'appel à projet, enfin, comme tu le disais, l'ensemble des outils, il y a beaucoup de choses qui se renouvellent ou il faut qu'on tienne à jour les choses. Cèdre, il est ouvert. Enfin, je te laisse expliciter. Il y aura peut-être quelques évolutions. C'est pour ça, on est un peu, on présente de manière un petit peu, enfin, avec des pincettes, puisqu'on va renouveler l'appel à projet prochainement. Mais l'idée, Oui. c'est que, vas-y. Oui, pour répondre à la question, le dispositif peut tout à fait concerner une structure type SIC ou association, hein, c'était la question, à partir du moment où c'est des structures qui vont créer de l'emploi et qui sont sur le secteur marchand. Donc voilà, donc c'est un dispositif qui est vraiment adapté quand même au secteur marchand. Quel que soit le type de l'entreprise. Et je pensais par rapport à la proposition de Monsieur Ducoulombier, qui est une association de commerçants qui s'engage sur une meilleure mise en œuvre de la gestion de leurs déchets, de la logistique zéro carbone et de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Je pense qu'il y a d'autres dispositifs peut-être plus adaptés pour accompagner ce type de projet. Sans oublier l'appel à projet Fili Déchets, mais dont il a été question précédemment. Je me fatigue moi-même. L'idée, c'est véritablement, sous les divers clics qu'on vous a présentés et très prochainement, quand on aura structuré l'ensemble de ce parcours, de pouvoir retrouver facilement en direction justement de votre profil, enfin du profil de votre projet et de votre entreprise, les appels à projet, accompagnement et aide auxquels vous pouvez prétendre. Voilà. Je pense que
L'essentiel a été dit sur le parcours. Laurence, je ne voudrais pas te couper si d'aventure tu souhaitais rajouter des éléments. Non. Peut-être en conclusion, on peut rappeler que nous allons organiser donc une rencontre de la Préci, donc le 20 mai prochain. Donc on vous invite vraiment à venir discuter, ou on reviendra certainement sur ces travaux du parcours et du portail aussi, voir un peu où on en est et faire peut-être répondre à vos questions. Et voilà, donc je vous donne rendez-vous le 20 mai prochain à 11h. Merci à tous en tout cas. Merci. Merci, au revoir.